Et donc, du coup, on n'est pas de ce séminaire porté sur comment les mouvements de surface en miniature, en laboratoire, pour pouvoir mieux maîtriser ce phénomène-là. Et donc, on a parlé du principe de la modélisation la semaine passée, parce qu'on a début de semaine, au cours de la première séance. Donc, pour rappel, on a dit un modèle, c'est quoi? Pas forcément ce que j'ai dit, mais bien ce que je viens de dire. C'est une représentation simple d'un objet. Voilà, d'un objet, d'un phénomène naturel. Voilà. Et donc, avant la modélisation, il faut passer par l'observation. Il faut observer les phénomènes. Ici, c'est quel phénomène on veut modéliser? Les écoulements de surface. Ces écoulements peuvent être bénéfiques pour l'homme si c'est maîtrisé, si ça peut servir à l'irrigation, ça peut alimenter les bassins de sang, etc. Mais quand ça dépasse un certain seuil, pour que ça soit bénéfique, ça devient catastrophique pour nous. Donc, on a observé, et on observe les écoulements. On veut savoir comment se comporte l'écoulement. Est-ce que cet écoulement, il peut varier dans le temps, il peut varier dans l'espace? Qu'est-ce qui provoque les grands écoulements? Qu'est-ce qui provoque les petits écoulements? Bien. Donc, pour la suite de ce séminaire, on va essayer de présenter les facteurs qui influencent l'écoulement dans les équations mathématiques afin de résoudre ce problème-là. Mais avant de choisir les équations mathématiques, il faut savoir les facteurs qui sont à la base de la genèse et puis même de la production des écoulements. On a dit quoi, comme pour rappel, vous souvenez, quels sont les facteurs qui gênent l'écoulement? La pluie, ça c'est le premier facteur. Donc ça veut dire que dans les facteurs qu'on va modéliser, il y aura forcément la pluie. D'accord? Et puis quoi encore? Le type de sol. Le type de sol, d'accord? Le type de sol, l'occupation du sol. Tous ces paramètres-là sont regroupés sous un seul nom. On les appelle les paramètres ou physiographiques. La végétation, le sol, les types d'occupation du sol. Tout ça sont les paramètres physiographiques. OK? Et donc, mais malheureusement, il n'y a pas un témoin de l'autre côté pour voir s'il voit l'écran ou pas. Mais elle ne répond pas, depuis là, je ne veux pas. Pagama. Pagama. Elle ne réagit pas. Bon, il faut l'envoyer un message. Bien donc, vous voyez ici, dans notre représentation, il va avoir quel paramètre? La pluie, forcément. Pardon. Ici, ça représente la surface d'écoulement. Donc, la quantité de pluie qui tombe, est-ce que c'est toute cette quantité qui s'écoule ou bien il y a une quantité qui est retenue et qui est infiltrée? Donc, il y a une quantité qui est infiltrée. Donc, on va représenter. Et puis aussi, est-ce que cette eau-là va monter jusqu'à une certaine hauteur ou bien va rester au niveau de la surface du sol? Donc, qui parle d'écoulement, il y a forcément il y a une certaine hauteur à la surface du sol. Cet écoulement va se faire sur une certaine distance.
Vous voyez, donc, ce sont ces informations-là. J'essaie de récapituler. Et c'est valable pour n'importe quelle modélisation, n'importe quel phénomène que tu veux modéliser, tu vas d'abord te poser des questions sur qu'est-ce qui Je suis tout dit à comment je l'ai regardé, non? Donc, pour n'importe quel phénomène on veut modéliser, on va d'abord chercher à comprendre quels sont les paramètres qui contrôlent le phénomène. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a identifié ces paramètres, bon, vous avez vu une tâche expérimentale. D'abord, il y a la première phase de l'observation. D'accord? Quand on observe, on émet des hypothèses. C'est ça, je vais te montrer. Après, l'étape de l'hypothèse, grâce à la formalisation. Après la formalisation, grâce à la vérification. Et puis après la vérification, c'est la validation. C'est la même chose. On observe notre phénomène, comme je dis ici, ce sont les écoulements, et on identifie les paramètres qui contrôlent ces écoulements. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une formalisation, c'est-à-dire soit on essaie de chercher des approximations à partir des équations qui existent, ou bien même on établit de nouvelles équations. Il y a des équations qu'on établit à partir d'un certain nombre d'observations. Ces équations-là sont appelées équations empiriques. Vous vous souvenez? Alors maintenant, il y a les équations à base physique. Ça veut dire ça, c'est pas seulement l'observation, mais on se sert des paramètres physiques, comme ici. Bien. Donc, on continue. Toujours on est dans la phase d'observation. Généralement, les écoulements se font dans quel sens? Dans le sens ascendant ou bien descendant? On tous voilà, descendant. Donc, dans notre gâteau, vous voyez qu'il y a une pente qui est là. Donc, quand on est sur une petite distance, cette équation-là, elle se fait dans un seul sens ou bien elle se fait dans plusieurs sens. Quand on est à l'échelle de quoi, sur une petite distance, un seul sens, voilà. Un seul sens, c'est une direction. Quand plus la distance est longue, et puis plus les possibilités d'avoir d'autres chemins vont apparaître. D'accord? Par exemple, quand tu veux représenter un écoulement qui va je sais pas, Palmeraie pour descendre, aller jusqu'à la lagune là-bas, en passant par sol de nuit, tout ça. Vous voyez? Sur cette distance, il y a de très fortes chances qu'il y ait des. Donc, on dit de l'échelle d'écoulement bidimensionnelle. Donc, à une grande échelle, l'écoulement est bidimensionnel. Donc, il faut faire attention. Quand tu essaies de regarder à une très petite échelle, tu peux prendre les lois qui sont basées sur un seul sens. Maintenant, si l'échelle est grande, tu vas prendre les équations qui sont basées sur les deux sens dimensionnels, moins. Parce que moi, il va voir les endroits où les eaux vont converger, va venir dans l'autre. Les équations, les eaux vont converger. Donc, cette hypothèse-là, bien. Vous voyez ici, on est dans la phase des hypothèses. J'essaie de
et faire des hypothèses, afin de pouvoir trouver une meilleure représentation du phénomène. Il faut que peut-être j'arrive à trouver une équation qui existe dans la littérature et ensuite j'applique cette équation-là pour ça vous donne des résultats. Et pour ça, c'est juste une anecdote. Vous savez que le cellulaire que nous utilisons actuellement, la formule existe, ça vaut 200 ans. La formule existe. C'est une formule de Maxwell. Il a beaucoup travaillé sur le domaine de l'électromagnétisme. Mais bon, en son temps, lui n'avait pas de moyens pour résoudre l'équation. Donc, on ne peut pas pratiquer. C'est plus tard, avec avec l'évolution de l'informatique, d'arriver à trouver des solutions de plus en plus complexes. Si vous voyez, tout ce qui a commencé, tout ce qui est basé sur la technologie évolue. Pourquoi? Parce que chaque fois on est amélioré. Et la semaine passée, j'ai dit chaque fois la semaine passée, au cours de la première séance, j'ai parlé de l'application. Toutes les applications ont derrière des algorithmes. Et ces algorithmes sont la bibliographie, sont dans les. La première étape, c'est d'essayer de vraiment qui. Donc, quand j'ai une idée des différents types d'équations, il y a plusieurs types d'équations. Il y a l'équation la base physique, etc. Et donc, ce qui va me permettre de trouver une équation, ce sont les hypothèses. Maintenant, la troisième hypothèse, c'est que le fluide il est incompréhensible, incompressible. Et la vitesse globale est suffisamment faible. Donc, comme généralement c'est un événement qui se fait naturellement, donc la vitesse, on peut supposer que la vitesse est faible parce que ça se fait naturellement. Mais cela ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Mais souvent, vous voyez des écoulements torrentiels. Mais moi, l'équation que je veux appliquer me demande ça. Donc, ça fait partie des processus de simplification. On en aurait parlé pour le plus. Donc, ce qu'on observe ne colle pas forcément à ce qui existe dans la littérature comme l'équation. Comment on appelle ça, la simplification. Donc, on suppose que notre écoulement il est faible. D'accord? Et puis, on suppose que le fluide est impossible. Ça veut dire que je ne peux pas diminuer le volume. Par exemple, si je remplis cette tasse d'eau, je suppose que par rapport à cette tasse, pas assez. Quelle que soit la pression que je veux faire, je ne peux pas sur volume. Ça se rapproche de la réalité. Mais ce qui peut varier beaucoup, c'est au niveau de la vitesse. On suppose que la vitesse est suffisamment faible. Donc, tout ça, c'est pour arriver à une équation très connue qui est basée sur la quantité de mouvement. Pour appliquer les équations de conservation de la masse, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez fait un peu de quantité de mouvement en physique. Oui, mais c'est comme ça. Vous voyez des cas comme ça. Il était mathématicien, il était philosophe, il était physicien. En fait, dans les sciences, il n'y a pas forcément de barrière. Et vous voyez, on parle de sciences juridiques maintenant. On parle de sciences économiques. Tout ça, ce sont des sciences, mais il y a la science expérimentale, pratique. Pour faire cette différence, même à l'université, il y a une
confusion, on dit que tout le monde est ici. Même ceux qui font l'aide, ceux qui font sociologie, pour ceux qui pratiquent même la science, on change un peu le nom, on met génie. Génie mathématique, ou bien génie physique. Mais ça, c'est la science expérimentale. Souvent, vous entendez génie civil, non? Génie de convergence, ça, c'est ce qui est pratiqué. Voilà. Donc, c'est pourquoi, pour ceux qui font vraiment la science appliquée, le nom est précédé génie. Bien. Donc, il y a des équations en physique qui sont basées sur certaines lois, telles que la conservation de la quantité de ou bien de la masse. Bon, la conservation de la masse, c'est une loi qui est beaucoup répandue en physique. Donc, ça veut dire simplement que quand je quitte d'un endroit donné vers un autre endroit, la quantité d'eau ne va pas changer de masse. Donc, ça, c'est un exemple. Bien, donc, il y a beaucoup d'équations dans la littérature qui sont basées sur la conservation de la quantité de mouvement et la masse. Il y a une célèbre équation, mais il y a un ensemble d'équations qui est très célèbre, qui a été développé par Saint-Venant, oui, 1871. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 100 ans, 1950 ans. Donc, c'est ce qui fait la particularité. Les mathématiques sont toujours vraies. Quand tu trouves une formule, la formule peut rester pendant des années, des siècles, des siècles. Mais ce qui va changer, c'est la manière dont on va résoudre. Parce qu'avant, la manière dont on fait les équations basées sur la conservation des quantités de mouvement et de masse, n'est pas la même manière. Donc, les équations qu'on va utiliser pour représenter les rivières sont basées sur les équations de Saint-Venant. Parce que dans ces équations, on va voir tout à l'heure, ces équations tiennent compte de plusieurs paramètres d'ordre physique. Donc voilà les deux exemples de conservation de masse et de quantité de mouvement. Bon, la première équation, ça c'est l'équation de conservation de masse. Puis ici, c'est l'équation de conservation de quantité de mouvement. Bon, on va analyser en détail les paramètres qui nous intéressent. Est-ce que ce qu'on veut représenter se retrouve dans ces équations-là? Ici, dans cette équation-là, quels sont les paramètres qui sont connus? On a la hauteur de l'eau. C'est d'abord et le mouvement, de connaître la hauteur de l'eau. Et puis, la vitesse. Puis ici, c'est le temps. D'accord? Parce que la hauteur varie en fonction du temps. D'accord? Et puis aussi, la vitesse aussi, la vitesse varie en fonction de la distance. Vous voyez, bon, peut-être un peu plus loin, vers Palmyre, la vitesse qu'à cette eau est différente de celle que l'eau va avoir vers le couteau. C'est ce que, voilà, ça, donc ça, en quelque sorte, ce sont des équations aux dérivées partielles, ou bien on appelle des équations différentielles. Ça veut dire les paramètres qui sont dans ces équations-là varient soit en fonction du temps, ou bien soit en fonction de la distance. Donc, quand c'est une seule équation, on fait ça on fait une intégration simple. Voilà, une intégration sur tout le trajet. Si ça, on pourrait résoudre par la méthode des interprétations, ça va nous donner la hauteur de l'eau sur toute la distance. Ça, on ne peut pas résoudre par la méthode.
Bien. Ensuite, il y a la deuxième équation qui est là, qui est l'équation de conservation de la quantité de l'eau. Là encore, il y a des paramètres qui sont ajoutés. Dans cette équation, on a ajouté quoi? SF. Et puis la friction de la pente. Et puis S là, c'est quoi? La pente. Voilà. Donc, dans cette équation, dans la deuxième équation, il y a beaucoup plus d'informations qui collent à la réalité. Alors que dans la première équation, on n'avait pas toutes les informations là, les informations sur la vitesse de l'eau, sur la hauteur de l'eau, qui vont varier en fonction du temps et de la distance parcourue. Ici, si vous regardez bien, on retrouve même tous ces paramètres. Mais en plus, on a le poids de la gravité et puis de la pente. Vraiment les deux pour bien voir comment on appelle ça, la gravité, le poids, le rôle de la gravité au niveau des écoumètres, il faut qu'il y ait une pente. S'il n'y a pas de pente, c'est plus difficile. Donc, le poids, c'est associé à la pente. Donc, ici, ça veut dire que dans ce modèle-là, en plus d'avoir les informations sur les paramètres typiquement liés à l'eau, ça veut dire la hauteur, la vitesse, on a les paramètres au niveau de l'environnement. Parce que l'écoulement se fait sur un environnement, sur un support. D'accord? Ce support, le support à travers lequel se fait les écoulements, est-ce qu'il est plat, il est incliné, etc. Voilà. Donc, ici, dans cette équation, on a la possibilité d'ajouter ça. Et puis, il y a la notion de friction. La friction, c'est la résistance à l'écoulement. En d'autres termes, il faut prendre en compte tout ce qui peut ralentir les écoulements. C'est dans ça qu'on va ajouter, par exemple, la végétation. La végétation ralentit l'écoulement. La présence des sols, des sables, des graviers vont avoir un impact sur l'écoulement. Ou bien la présence des argiles, si vous voyez. Donc, toutes ces choses-là peuvent être prises en compte dans ces deux équations. Donc, vous voyez, dans les années 1800, on ne parlait pas de modèle, on ne parlait pas de modèle, mais les équations existaient pour faire. Et ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'ils n'avaient pas de méthode pour pouvoir résoudre les équations. Ils trouvent les équations et puis ils les rangent. C'est comme ça la science. Vous allez finir votre formation, il y a parmi vous, il y aura des chercheurs, parmi vous, il y aura des ingénieurs. Donc vous allez rentrer là, vous allez peut-être commencer le travail, mais vous allez continuer le travail de quelqu'un qui n'est plus là. Vous allez faire pour vous, et puis quand vous allez partir, quelqu'un d'autre va venir. La science, c'est comme ça. Bien, on continue. Donc, les équations 1 et 2, leur résolution demande beaucoup de données et de puissance. Voilà, donc c'est ce qui explique le fait que cette équation n'a pas été résolue. Maintenant, avec les méthodes numériques, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des approximations. Et ces approximations-là sont arrivées aujourd'hui à résoudre l'équation 1, mais pas l'équation 2. Pardon, l'équation 2, mais pas l'équation 1. Donc aujourd'hui, oui, je vous parle, on n'est pas encore arrivé à résoudre cette équation. Et on a les solutions de l'équation 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'équation 1 qui est ici, voilà, jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé avec les méthodes. Par contre, les équations, pardon, l'équation 2, là, les solutions existent aujourd'hui avec les méthodes. Et bien.
imaginez un peu, peut-être que vous pouvez trouver la solution. Le problème qui est posé. On veut, on a dit un modèle cherche à reproduire un phénomène naturel ou bien artificiel de façon exacte ou bien quasi exacte. D'accord? Donc, pour pouvoir représenter ça, il faut avoir assez d'informations. Mais dans la première équation, ce qu'on peut incorporer comme information, est-ce qu'on peut reproduire un écoulement en se basant seulement sur la hauteur et puis la vitesse, quand tu n'as pas compte de la pente, quand tu n'as pas compte des facteurs qui peuvent ralentir les écoulements, etc. Voilà, donc peut-être que ça peut arriver, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut réfléchir, qui va dire, bon, on va essayer de reproduire de façon naturelle sans tenir compte de ça. Oui, c'est un défi. Voilà, donc peut-être qu'on va compter sur après ça. Maintenant, par contre, la deuxième équation donne la possibilité de tenir compte des paramètres. Bien. Bon, donc l'équation qu'on va utiliser, c'est l'équation de conservation de quantité de l'eau. Vous voyez, dans cette équation, il y a des paramètres, il y a des parties qui sont difficiles à résoudre. Vous voyez cette équation-là. Plusieurs dérivés, ça va faire une dérivée de trois dérivés dans une même équation. Donc, la résolution est difficile. Donc, on va faire quoi encore? On va continuer de faire des simplifications. Donc, on va essayer de voir, on va procéder par des éliminations. Le premier terme ici va représenter l'inertie locale, le deuxième terme, l'inertie convective, le troisième terme, tient compte des différentes dépressions, et puis le quatrième terme tient compte de la pente de la rivière et des flocons. Bien. Donc, chaque fois qu'on va éliminer, ou bien quand on va supposer qu'un paramètre n'est pas utile pour l'instant, ou bien ça ne peut pas tout influencer le résultat final, ce qu'on appelle élimination. Et donc, on va voir ce qu'on appelle les principes d'inertie au niveau de la loi de Newton. Bon, je vais juste rappeler, on ne va pas aller dans le détail. L'inertie locale dit quoi? Quand un corps est soumis à un ensemble de forces qui se compensent, mais qui s'annulent, ou bien si l'objet est soumis à aucune force, il est immobile. Ou bien, voilà, il est soit immobile, ou bien soit en mouvement. Voilà. Quand il est en mouvement, ça veut dire que là, on est à une pente. Voilà, donc, ça peut être la loi de Newton. Oui, ici. Maintenant, il y a le deuxième terme qui est là, c'est l'inertie convective. Vous voyez, la quantité de l'eau qu'on a peut changer de, comment je vais appeler ça? Peut changer de propriété, voilà, peut changer de propriété en fonction de la chaleur, en fonction de la chaleur qu'on va administrer à cette eau-là. Vous voyez, quand on chauffe une eau, sa densité augmente ou bien ça devient faible. Ça devient faible. Donc, l'eau qui est chaude sera beaucoup plus en mouvement, voilà, qu'une eau qui n'est pas chaude. Donc, quand tu mets par exemple dans le même bol, si tu mets par exemple le bol sur le feu, les parties qui sont en contact avec le feu vont être les premiers à être en mouvement, donc ils auront tendance à remonter. Voilà, et puis maintenant, les parties qui sont en surface vont descendre. Ce qui fait que l'eau, à un certain moment, se chauffe, il y a une température égale. Mais chaque fois qu'on se mélange, donc, vous voyez, ça va contrôler le courant. Donc, si par exemple, toi, tu veux mobiliser une eau qui ne change pas de température, ça veut dire que la température ne va pas aller sur la vitesse de l'eau. D'accord? Donc, tu peux, comment on appelle ça, dépasser ce paramètre. Maintenant aussi, il y a le troisième thème
qui est basé sur la différence de pression. On peut mettre une eau en mouvement sans tenir compte de la gravité et des pentes. D'un endroit A à un endroit B, s'il y a une différence de pression, l'eau va être en mouvement. D'accord? Pour aller dans un endroit de très forte pression vers un endroit de faible pression. Tout ça, c'est les paramètres qui contrôlent les équipements. Ça, c'est le principe de l'hydraulique urbaine. Vous voyez, la manière dont l'eau arrive dans l'eau robinet, c'est basé sur la différence de pression. Voilà. Quand le terrain est plat, ça dépend de l'échelle. Peut-être, toi, tu as arrêté, tu n'as pas trop apprécié. Moi, c'est quoi? Pour faire une bonne implantation, on demande d'avoir un bon MIT. Voilà. Si toi, tu as un MIT de 100 mètres, bon, pour toi, c'est plat, mais quelqu'un qui prend encore une petite échelle, il va voir qu'il y a une petite échelle. Mais il faut te dire que l'eau ne peut pas s'écouler tant qu'il n'y a pas de pente. S'il n'y a pas de pente, l'eau va s'accumuler. Va s'accumuler. C'est ce qui va donner, souvent, ça fait partie des phénomènes qui sont à la base de la génération des inondations. Donc, ça, c'est clair, ça revient au niveau du premier principe. Quand il n'y a pas de pente, mais quand il n'y a pas de force, l'eau va laisser sur place. Ce sont les phénomènes physiques que nous tous on connaît. Voilà, on essaie juste. Donc, vous parlez de la pression, c'est la pression qui fait que l'eau va parcourir peut-être une grande distance et qui est arrivée jusqu'à notre robinet. Vous voyez, notre robinet, là, très souvent, il n'est pas plein, il est comme ça. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de pression, l'eau ne peut pas remonter. Ou même, souvent, on vous dit non, qu'il y a plus de pression, parce qu'il n'y a pas suffisamment. Voilà. Ou bien, ils sont obligés de soit augmenter la pression en utilisant d'autres moyens, ou bien venir carrément prendre de l'eau. Donc, en pratique, en décortiquant tous ces paramètres, il y a des choses qu'on peut simplifier. D'accord? Maintenant, si on veut représenter l'écoulement et qu'on ne tient compte que d'un seul terme, alors ici, si dans cette équation, on suppose que les trois premiers termes, on peut les négliger et que l'écoulement, le principal facteur qui peut influencer l'écoulement, à part la pluie, on a la pente et puis la présence des obstacles. Quand on veut vraiment reproduire notre écoulement sur seulement cette hypothèse-là, à ce moment, on peut se passer les trois termes, les trois premiers termes. Donc, ça va correspondre à une équation qu'on appelle onde cinématique. Donc, quand vous allez faire vos recherches au niveau de la représentation des courants, vous allez par exemple tomber sur des modèles qui sont basés sur l'onde cinématique. Donc, quand on parle d'équation cinématique, regardez bien, quand vous allez commencer à alimenter ce modèle, le modèle, c'est comme tout appareil, il a besoin d'informations pour fonctionner. Vous allez voir qu'ils vont vous demander forcément des informations sur la topographie, les informations sur le type de sol, sur la plaine de végétation, tout ce qui peut influencer le pigment. Mais par contre, si tu vas prendre une autre équation qui est basée sur l'onde diffusive, là, on ne considère que les trois derniers termes, 3 et puis 4. 3, vous souvenez ça, on prend en compte la différence de pression dans les écoulements. Dans le premier cas, on dit que la pression est constante.
D'accord? Ça veut dire que s'il n'y a pas de gravité, l'eau ne s'écoule pas. Très souvent, c'est ce qui se passe dans la nature. L'eau va s'écouler mais quand la gravité va s'arrêter, l'eau va s'arrêter. Maintenant, ici. S'il vous plaît. Oui. C'est votre bureau qui apparaît, il y a rien, le bureau n'est pas le bureau qui apparaît sur l'écran, quoi. C'est pas les diapos. Ah, ben justement, il n'y avait personne pour nous guider là. Désolé. Oui. J'essaie de mettre en plein. Est-ce que tu vois? Allô? Oui, allô, monsieur. Est-ce que tu vois? Non, rien n'affiche maintenant. C'est sur le bureau. Je vois que le curseur est sur la leçon 3. Tout ce qu'on voit. Voilà, on voit maintenant l'écran maintenant. On est sur le point 2, la dynamique de l'écoulement de surface. Ok. Vous ne voyez plus. Ici, c'est bon, vous voyez. Allô? De l'autre côté? Oui, allô, monsieur. Oui, on voit. Okay. On voit, monsieur. D'accord, très bien. Donc, je disais tantôt, pour trouver la meilleure équation qui va correspondre au phénomène qu'on va résoudre, va dépendre de la manière dont nous-mêmes on va interpréter notre phénomène. Voyez, quand par exemple je veux regarder un écoulement naturel dans les rivières ou bien dans les bas-fonds, est-ce que l'intervention de la pression est nécessaire? Non, je ne vais pas prendre encore une équation plus complexe où ça va faire intervenir la pression. Voilà. Donc, l'équation qui fait intervenir la gravité et puis la pression, c'est l'équation qu'on appelle onde diffusive. Voilà. Donc, pour ceux qui font de l'hydraulique urbaine, l'alimentation de l'eau dans les foyers ou même l'irrigation agricole, ils peuvent utiliser ces équations. Donc, les modèles qui vont être basés sur la gestion de ces produits-là vont utiliser les ondes diffusives. Tout ce que ce soit ondes cinématiques, ondes diffusives, tout ça c'est basé sur la conservation de la quantité. D'accord? Donc, dans cette grande équation-là, on peut tenir compte de la gravité, de la pression et puis des autres paramètres qu'on va voir tout à l'heure. Bien, ça va maintenant, ça va pour des équations basées sur l'onde cinématique, onde diffusive, onde cinématique. On tient compte que de la gravité et puis des paramètres qui vont retarder l'eau et que, comment on appelle ça, le type de sol. Donc, quand vous allez utiliser une équation pour résoudre ce genre de problème-là, ce sera forcément une équation basée sur l'onde cinématique. D'accord? On appelle ces équations-là l'équation des ondes cinématiques. D'accord? Là, quand on parle d'ondes diffusives, là, c'est quel paramètre qu'on va prendre en compte? La pression. Si la pression intervient dans le processus de coulement, là, forcément, si je ne tiens pas compte des pressions, c'est que je ne vais pas obtenir des résultats suffisants. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure au niveau de l'approvisionnement de l'eau potable dans les foyers et même au niveau de l'irrigation. Maintenant, l'onde gravitaire utilise quant à elle les trois premiers termes. Ça veut dire quoi? Le deuxième terme, on a dit, c'est la pression. Le troisième terme,
c'est l'onde. Comment? Oui, c'est ça, c'est le troisième thème. Allô? Oui, tu es là? Bon, viens dans la salle de la le thème 1, on a dit que c'est inertie locale. Le thème 2, c'est inertie convective. Et puis le thème 3, c'est différence de pression. Maintenant, ici, on tient compte des thèmes 2. On tient compte de l'état naturel de l'eau. Est-ce que l'eau va changer de température au cours de son processus, au cours de son évolution? Voilà. Et puis, ici, inertie, le principe d'inertie. Alors, ça veut dire que s'il n'y a pas de gravité, l'eau ne peut pas s'écouler. Vous vous souvenez du premier terme. C'est plus simple. Donc, dans l'onde gravitaire, on va utiliser tous les thèmes sauf le dernier thème qui est basé sur la, comment on appelle ça, la gravité, voilà, la pente, et puis les facteurs qui vont financer la pente. Donc, vous allez voir que ça, c'est ceux qui font peut-être le transport des gaz sur une longue distance, ou bien le transport de l'eau sur une grande distance. Alors là, on n'a pas besoin de tout ce qu'on a besoin pour mettre l'eau en mouvement. Oui. 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 Regarde s'il y a un point quelque part. Donc, vous voyez, dans la représentation de certains types de courants, on n'a pas besoin de la gravité, on n'a pas besoin d'utiliser la forme que c'est. Parce qu'on va utiliser d'autres moyens pour bouger. Et enfin, l'onde dynamique va tenir compte de tous les termes de l'équation de la conservation de quantité. Donc, à votre avis, de ces 4 équations-là, si on vous dit de les classer par ordre de difficulté de résolution, qu'est-ce qui est plus difficile à résoudre? Onde dynamique. Après, onde gravité. Et ainsi de suite. Ce qui est plus facile à résoudre, c'est onde dynamique. Vous allez voir que. Oui? Non, ça va, monsieur. Je suis, c'est la longue, c'est ce que je voulais dire. Oui. Oui, le micro est coupé. Non, j'étais en train de, c'était pour dire, c'était pour voir ce qui était plus difficile à dire, que c'est l'onde dynamique, de l'onde dynamique, de la gravité, ainsi de suite, ce que je voulais dire. Oui, effectivement, effectivement. Bien. L'onde gravitaire, j'ai dit tantôt, ça peut être dans le transport des gaz d'un pays à un autre, ou bien de l'eau d'un pays à un autre. Oui, c'est soit l'onde diffusive ou bien l'onde gravitaire. Par exemple, la dernière fois quand on a visité la nouvelle station qui est utilisée pour renforcer l'approvisionnement en eau des habitants, cette partie, c'est l'eau de surface qu'on traite à partir de la mer. Vous connaissez la rivière Mer, c'est environ. C'est vers Alépé, là. Alépé, là. Et voilà, sur la route d'Alépé. Ouais. Voilà, sur la route d'Alépé. Donc, c'est environ une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. Donc,
cette eau est recueillie, traitée. Pour que c'est traité, il faut l'acheminer. Bon, or, si on veut se baser sur la gravité, l'eau va jamais arriver. Voilà, donc, ils ont des grandes turbines qu'on appelle antibéliers, voilà, qui exercent une grande pression et puis envoient l'eau. Et puis, ils mettent assez de protection parce que l'eau, quand la pression relâche, l'eau peut revenir. Donc, ils prennent tout comme c'est fait de façon contrôlée, donc ils mettent toutes les barrières. Maintenant, nous, par exemple, comme c'est un écoulement naturel, quand ça s'écoule, quand il y a une barrière, vous voyez, il y a forcément l'écoulement de l'eau. Ou bien l'eau va casser dans l'obstacle. Quand il y a un obstacle, il y a deux solutions possibles. Ou l'eau va casser l'obstacle, ou bien l'eau va le faire. Voilà. Bien. Donc, vous allez voir dans la plupart. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Moi, je voulais poser une question. Maintenant, Oui. on comprend un peu, hein, parce que je me rappelle dans le temps, il y a peu le temps de cela, l'année 2013, on a participé à l'approvisionnement, le renforcement de l'approvisionnement en eau de l'Abidjan Sud à partir de la nappe de Bonois. Oui, oui, oui. Bien. Maintenant, on a pris même, on a fait passer même les pipelines un peu dans le fleuve Komoué même. Mais ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui, avec ce que vous avez expliqué là, Oui. comment se fait-il que il peut y avoir des coupures d'eau? Et puis, pendant ces coupures d'eau, dans des secteurs, on peut avoir de l'eau. Ça veut dire qu'on peut maintenant diriger, orienter l'eau dans certaines canalisations pour approvisionner certains secteurs où il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de panne, je veux dire. Et pour que les secteurs où il y a des pannes, peut-être on peut comprendre. Mais pourquoi se fait-il que souvent, de façon générale, quand il y a des coupures, il peut y avoir une coupure générale, comme ce qu'on a vécu un peu dans le temps ici à Abidjan? Si ce n'est pas le manque de la ressource. Je ne comprends pas. Coupure au niveau de quoi? L'électricité ou bien de l'eau? L'eau, il parle d'eau, l'eau. L'eau, d'accord, ok. Bien, donc, vous voyez, Abidjan est divisé en plusieurs zones. Bon, l'eau qui vient de Bonois, ce n'est pas cette eau qui va jusqu'à Yopougon. Voilà, donc à Yopougon, par exemple, l'eau qui dessert Yopougon, ce n'est pas cette eau qui alimente Treichville. Vous voyez, Abidjan, si vous faites attention, il y a des clôtures, des sauts ici. Il y a chaque captant. Voilà. Même. Voilà. Donc, chaque champ captant est relié à un château. Donc, c'est comme si c'est divisé en petites zones. Voilà. Donc, si on sent que vraiment, Yopougon, il y a, en plus de ce qu'il y a là, il n'y a pas, comment on appelle, l'eau n'est pas suffisante en termes de quantité. Donc, pour pouvoir corriger cela, il y a deux solutions. Soit on fait un pompage là-bas, ou bien l'eau qui vient de Treichville là, on va créer une canalisation, aller jusqu'à dans les châteaux qui sont là. Oui. Donc, tout ça, ce sont des possibilités, ce n'est pas exclu. Bon, par exemple, l'eau qui vient de la mer, pour ceux qui prennent la route dans l'épée, là, quand tu as Baoulé, là, il y a deux grands châteaux. Si vous avez l'attention, à Belleville, quand tu passes à Beaubavé ou quartier Belleville, il y a deux grands châteaux qu'on a construits. Donc, ces châteaux-là recueillent l'eau qui vient de la mer. Donc, c'est pour alimenter vraiment tous les nouveaux quartiers et puis les zones d'engrais qui souffraient de problèmes d'eau. Donc, ça, c'est pour appuyer ça. Maintenant, nous qui sommes à Abidjan Sud, on a senti une nette amélioration au niveau de l'approvisionnement en eau à partir de dès qu'on a mis en service la station de Bonois. Et pour ceux qui connaissent Koumassi, le côté Ramblais jusqu'à Makouli, ceux qui étaient en hauteur eux-mêmes, ne parlaient même pas. Constamment, ils n'avaient pas d'eau. Et aujourd'hui, ils ont de l'eau. Jusqu'à au niveau 3, tu n'as pas besoin de sous-pression, tu as de l'eau. Pour moi, pratiquement, aujourd'hui, on peut faire facilement 1 mois, 2 mois sans qu'il y ait coupure. S'il y a coupure d'eau, peut-être c'est travaux d'entretien, des choses comme ça. Sinon, ce n'est pas parce que ça manque. Avant Bonois, effectivement, l'eau manquait, il faut gérer. Donc, on fait exprès, on alimente beaucoup d'eau aujourd'hui, demain, voilà, on alimente à gogo, etc. On appelle ça la rationalisation. Si c'est pour le domaine de l'électricité, pas de
et les stages. Ça va? D'accord, ça va, monsieur. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, est-ce qu'il n'y a pas lieu, parce qu'il y a des zones de surface, on sait aussi que peut-être qu'il y a une régression même des zones de surface, peut-être, et même des zones même souterraines. Mais est-ce qu'il n'y a pas de technologie qui nous permet de faire une gestion encore plus rationnelle? C'est qu'Abidjan est devenu plus ou moins un oligopole. Est-ce qu'on ne peut pas, Abidjan est devenu un oligopole? C'est vrai, il y a une collaboration d'Abidjan aujourd'hui avec le district. Est-ce qu'on ne peut pas quand même peut-être créer une infrastructure qui serait peut-être centrée pour peut-être les cas de panne, de défaillance technique ou bien de rarification des ressources pour alimenter ces zones-là? Oui, À partir d'un point centrifuge, un point bien précis, centrifuge qui est centré quelque part, on va le faire avec l'évolution de la technologie aujourd'hui. oui, bon, tel que, je ne sais pas, en termes de pétrole, on va parler de réserve stratégique. C'est ça, non? C'est-à-dire, on a une quantité qui est là, et puis quand ça manque dans une zone, on prend cette quantité-là et puis on la distribue. C'est ça. Ben, en électricité même, effectivement, il faut un système, on appelle dispatching. À partir d'un point bien central, on contrôle un peu tout ce qui est alimentation pour voir comment on fait. Quand il y a des problèmes, comme ce qu'on a constaté à Amsoko, le dispatching de Amsoko. Ce que je veux dire par là, au niveau de l'eau. C'est en fonction de ce que vous venez de nous montrer, de nous enseigner, que dit, mais tiens, est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas mettre ces trucs-là en pratique pour créer ces genre de choses? Oui, effectivement. Bon, pourquoi? Parce que, regarde, je te donne l'exemple de mai que nous avons visité il n'y a pas très longtemps. Donc, eux, leur condition d'approvisionnement est basée sur l'appel. Et sinon, eux, ils peuvent produire de l'eau en grande quantité, mais leur capacité de stockage a des limites. Est-ce que tu vois? Donc, ils ne peuvent pas dépasser cette capacité, sinon le surplus, ça, ils vont l'envoyer. Donc, mais quand même, ils ont, comment on appelle ça, des réservoirs qui permettent de soutenir l'approvisionnement pendant les heures de pointe. Je me dis ça. Par exemple, après de 18h jusqu'à 22h, vous voyez, la demande est forte. Donc, les réserves qu'ils ont là, c'est pour combler ce moment-là. Tu comprends? Voilà. Voilà. Mais je ne sais pas aussi, de façon générale, comment la SODECI gère la distribution de l'eau au niveau de tout Abidjan. Mais je pense que c'est un peu basé sur le schéma que je viens de dire tout à l'heure, c'est par secteur. Au niveau de chaque secteur, bon, il y a une source d'alimentation. Ça peut être un champ captant, ça peut être une eau de surface, et puis quand on alimente cette zone. Mais est-ce que cette eau-là peut alimenter d'autres zones ou bien tout Abidjan? Bon, là, je ne sais pas. Voilà, donc c'est. Voilà, et puis ça donc je n'ai pas vraiment toute l'information. Oui, effectivement, au niveau de l'armée, par exemple, comme j'ai dit, tous ces quartiers-là sont alimentés par l'eau de surface qui vient de l'armée. Et l'armée n'en a pas été aussi choisie pour ça. C'est une rivière qui a un très bon débit. 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 mois. Donc, ça fait partie des conditions de choix au niveau des points d'approvisionnement. Si tu prends une rivière, peut-être tu dis non, de Abidjan jusqu'à l'épée, il y a beaucoup de rivières, ceux qui prennent la voie. Il y a même Djibi, il y a la Djibi, il y a le BT, etc. Voilà, donc, mais pourquoi on n'a pas pris BT qui est tout près là? Pourquoi on n'a pas pris Djibi qui est encore tout proche? On allait jusqu'à la mai. Parce que la quantité qui est là peut vraiment desservir une très grande zone. Mais comme elle a dit, cette quantité-là, à elle seule ne peut pas ravitailler tout Abidjan. Admettons que tous les champs captants tombent en panne. Et cette réserve-là n'est pas capable d'alimenter tout. Même pas une grande comme Bien. D'accord. OK. Bien, donc, comment on résout? C'est maintenant qu'on a compris les équations
qui peuvent être utilisées. Comment on résout ces équations? C'est ici. Oui, André. Donc, bon, ça, on en a pas parlé concernant l'utilisation des méthodes de monde cinématique, onde diffusive. Ici, on dit à titre d'exemple, l'onde diffusive convient aux conditions d'écoulement caractérisées par des faibles pentes de fond. Voilà, les écoulements sont provoqués par un relâchement d'eau, c'est-à-dire une différence de pression. Si vraiment la pente, si tu es dans une zone où la pente est vraiment très faible et que tu vois qu'il y a un changement de pression, tu peux appliquer l'onde diffusive. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, si on est dans un cas où la pente est très forte, à ce moment, la pente va primer sur la pression. Donc, à ce moment-là, on va utiliser la pente. Donc, au niveau du choix, bon, aujourd'hui, là, on ne va pas vous demander de prendre ces équations. Voilà, ces équations sont résolues de façon informatique à partir des logiciels. Ce qu'on vous demande, c'est les inputs. Par exemple, une équation qui est basée sur l'onde dynamique, pardon, l'onde cinématique, à votre avis, ce modèle va vous demander quoi comme information? Je pose la question. Si vous avez un logiciel qui utilise la méthode des ondes cinématiques pour représenter les écoulements, à votre avis, c'est quel type de paramètres ce modèle va vous demander? Quel type de données? Quel type de données? La pente. Et puis tout ce qui va entraîner le retardement de l'eau, le type de sol, agir, comment on appelle ça, la végétation, etc. Bien. Donc, on arrive à la fin. Ces équations-là sont, maintenant que je vous ai présenté ces équations, la méthode numérique utilisée pour les résoudre sont basées sur ce qu'on appelle les différences finies et puis les éléments finis. Donc, je vais vous expliquer rapidement le principe des méthodes numériques par rapport aux méthodes analytiques. Bon, je prends le cas de trajet d'écoulement de Palmyre jusqu'à je peux prendre pour ceux qui connaissent Palmyre jusqu'à Cap Nord, à la Brasse, cité à la Brasse. De Palmyre en haut là-bas jusqu'à la Brasse. Oui. Bien. Donc, si on veut résoudre l'écoulement sur ce tronçon-là, à la méthode analytique, ça veut dire qu'on va résoudre ces équations de façon continue. La solution qu'on va trouver, c'est de façon continue. La hauteur d'eau qu'on va obtenir, comment on appelle ça, à la Palmyre, donc cette équation cette hauteur doit être appréciée de façon continue jusqu'à là. Et c'est ce qu'on utilise des intégrales pour pouvoir faire. Ça, c'est la méthode analytique. Donc, alors que la méthode, comment on appelle ça, numérique, va scinder ça en plusieurs parties. Elle dit non, moi je ne peux pas résoudre l'équation sur tout ce trajet-là, mais je peux résoudre l'équation sur un petit trajet. Et puis c'est comme si la distance sera divisée en petit tronçon et puis après on va additionner les deux. Voilà. Donc c'est pourquoi quand vous allez voir cette méthode-là, on parle de maillage. Donc il faut mailler ça en plusieurs zones. Et tu as solution dans chaque zone. Donc, la solution finale est l'intégration. Maintenant, ça, c'est les méthodes numériques. Pourquoi on dit différence finie? Pourquoi on dit élément fini? Parce que ton maillage, après, tu peux prendre plusieurs formes. Si c'est des formes carrées, pas de différence finie. Si c'est des formes triangulaires, pas de différence finie. Des carrés, leur problème, c'est que tu peux représenter les formes un peu complexes. En plus, si c'est des triangles, tu peux représenter les formes un peu bizarres. Donc, pour le travail à faire, bon, vous allez continuer
à la maison, bien au bureau, bien sur voir comment ça marche, les méthodes que je viens de dire, numérique, et puis vous choisissez une méthode parce qu'on va aller soit sur le mix pour diffuser toutes ces informations. Bon, comme je l'ai dit, je vous donne vraiment la base, de telle sorte que si on vous parle de communication, je vais pas que vous savez où aller chercher des informations. Donc, le but même de ces cours-là, c'est un peu ça. À défaut de tout vous donner, c'est comme si on dit, on vous apprend à pêcher, mais pas à vous donner l'information. Donc, c'est un peu ça. Quand il y a une base, vous pouvez faire des recherches. Donc, voilà quelques exemples de modèles qu'on utilise. Donc, quand vous allez prendre ces modèles-là, quand vous allez prendre le manuel, on vous dit de quelle équation qui est utilisée. Bon, parmi ces modèles, il y a certains qui sont déjà utilisés au fur et à mesure, tels que ECAT, déjà utilisé au niveau de Palmyra. Bon, la plupart, c'est gratuit. MyTree a été déjà aussi utilisé, la VFR. Voilà, et puis Hydrotel aussi a été utilisé. Hydrotel a été utilisé par le Dr Adam. C'est cool, ça a été utilisé à Bois Gamay. Donc, voilà quelques références. Mais comme je l'ai dit, l'objectif, ce n'est pas de vous montrer le logiciel, c'est à savoir que derrière le logiciel, comme tu il y a des algorithmes, il y a des équations mathématiques. La résolution de ces équations mathématiques est basée sur les informations que nous-mêmes on doit alimenter. Alors, il faut les avoir et puis alimenter. Une fois que tu sais ça, le reste, c'est YouTube où tu montres la vidéo, tu dis bon, va dans le menu, tu cliques ici, tu cliques. Pas comme ça. Et puis tu dis ça, comme ça. Bon, bref, ok, je vais arrêter. S'il y a des questions, on va.